Je commence sans doute par la plus célèbre malédiction de l'histoire, une légende née au cœur de l'Égypte ancienne, mêlant archéologie, mystère et mort. Tout commence dans la vallée des rois en novembre 1922, lorsqu'un archéologue britannique, Howard Carter, met au jour le tombeau intact du jeune pharaon Toutankhamon. Mais cette découverte, aussi extraordinaire soit-elle, allait bientôt être associée à une série d'événements tragiques, mystérieux et pour certains inexplicables. Howard Carter n'est pas un inconnu dans le monde de l'archéologie. Né en 1874, autodidacte, il a travaillé dès l'adolescence en Égypte, d'abord comme dessinateur puis comme archéologue. En 1907, il rencontre George Edward Stanhope Molineux Herbert. Oui, c'est très long. Il est plus connu sous le nom de Lord Carnarvon. C'est un riche aristocrate passionné d'égyptologie. Carnarvon finance les fouilles de Carter pendant plus de 15 ans, espérant une découverte majeure. Mais les saisons passent, les chantiers s'enchaînent et les résultats se font rares. À l'automne 1922, découragé, Carnarvon annonce à Carter qu'il va mettre fin au financement. Carter, convaincu d'être sur une piste, le supplie de lui accorder une dernière saison de fouilles. Une année de plus, lui dit-il, pour prouver que son intuition est juste. Carnarvon accepte, et cette décision va changer à jamais l'histoire de l'archéologie. Le 4 novembre 1922, dans la vallée des rois, un ouvrier découvre une marche taillée dans la roche. En creusant, Carter et son équipe dégagent un escalier menant à une porte scellée portant le sceau de la nécropole royale. Carter télégraphie immédiatement à Carnarvon, resté en Angleterre. Avons enfin fait une découverte extraordinaire dans la vallée. Une tombe somptueuse dont les sceaux sont intacts. L'avons refermée jusqu'à votre arrivée. Félicitations. Le 26 novembre 1922, en présence de Carnarvon, de sa fille Lady Evelyn et de quelques proches, Carter pratique une petite ouverture dans la porte. Il glisse une bougie et aperçoit des statues, des coffres, etc. Quand Carnarvon lui demande s'il voit quelque chose, Carter répond cette phrase « Oui, des merveilles ». Quelques semaines plus tard, une seconde porte mène à la chambre funéraire. À l'intérieur, le sarcophage de Toutankhamon qu'on connaît tous, recouvert d'or massif. Le tombeau est presque intact, un miracle après plus de 3 millénaires. Mais à partir de là, les ennuis commencent. Le premier décès survient rapidement. Lord Carnarvon, peu après l'ouverture officielle du tombeau, écorche une piqûre de moustique au visage avec son rasoir. La blessure s'infecte et il meurt le 5 avril 1923 d'une septicémie aggravée par une pneumonie. Selon les témoins, au moment exact de sa mort, toutes les lumières du Caire se sont éteintes, plongeant la ville dans le noir. Et on raconte que son chien, en Angleterre, se serait mis à hurler avant de s'effondrer, mort à la même heure. Ces coïncidences enflamment la presse. Rapidement, les journaux britanniques évoquent une malédiction du pharaon, et les décès s'accumulent. Aubrey Herbert, demi-frère de Carnarvon, devient aveugle puis meurt d'une infection du sang quelques mois plus tard. George J. Gould, magnat américain ayant visité la tombe, contracte une forte fièvre au retour et meurt peu après. Archibald Douglas Reid, le radiologue ayant examiné la momie, succombe à une maladie inconnue. Sir Lee Stack, gouverneur du Soudan, lié de près à l'expédition, est assassiné au Caire. Hugh Evelyn White, archéologue ayant participé aux fouilles, se suicide en laissant un mot où il écrit « J'ai succombé à la malédiction qui frappe tous ceux qui approchent la sépulture du pharaon ». Au total, plus d'une vingtaine de décès seront liés, de près ou de loin, à la découverte du tombeau. Certains sur le coup de la coïncidence, d'autres plus troublants. Les journaux britanniques et américains s'emparent de l'affaire. Ils évoquent des inscriptions maudites trouvées à l'entrée du tombeau comme « La mort viendra sur des ailes rapides à celui qui troublera la paix du pharaon ». En réalité, une telle phrase n'a jamais été retrouvée sur les murs de la tombe de Toutankhamon. Mais le public, fasciné par l'Égypte antique et les mystères de l'au-delà, s'empare de cette histoire. Les médias construisent une légende mêlant peur, exotisme et fascination. La figure du pharaon vengeur devient un mythe moderne ancré dans la culture populaire. Un siècle plus tard, les chercheurs ont largement déconstruit la légende. Sur les 58 personnes présentes à l'ouverture du tombeau, seulement 8 sont mortes dans les années qui ont suivi. La plupart ont vécu longtemps. Howard Carter lui-même est mort en 1939 d'un lymphome à 64 ans, soit 17 ans après la découverte.
Les égyptologues et médecins avancent plusieurs hypothèses rationnelles. D'abord, la toxicité biologique. Les tombeaux scellés pendant des millénaires peuvent contenir des moisissures, des bactéries ou des champignons responsables d'infections pulmonaires potentiellement mortelles. Ensuite, le hasard statistique. Sur plusieurs dizaines de participants, il est inévitable que certains meurent de maladies ou d'accidents. Et enfin, l'effet psychologique. La peur, la suggestion et les croyances de l'époque ont pu amplifier la perception des coïncidences. La malédiction semble donc être une construction médiatique, un mythe né de la coïncidence et de la fascination occidentale pour les mystères de l'Égypte antique. La tombe de Toutankhamon n'aura pas seulement révélé des trésors, elle aura aussi libéré une légende, celle d'une malédiction qui hante encore notre imaginaire collectif. Et si les pharaons avaient voulu une chose, c'était bien l'immortalité. De ce point de vue, la malédiction a parfaitement fonctionné. Certaines œuvres d'art semblent vivantes. Elles captivent, obsèdent et parfois elles détruisent. Dans les années 80, un simple tableau accroché dans des milliers de foyers britanniques est devenu le centre d'une panique nationale. Un portrait d'enfant, des incendies et une rumeur terrifiante. Ce tableau porte malheur. Si vous l'accrochez chez vous, votre maison brûlera. Voici l'histoire du tableau qui pleure, The Crying Boy. Le Crying Boy est l'œuvre d'un artiste italien du nom de Giovanni Bragolin, aussi connu sous les pseudonymes Bruno Amadio ou Franco Seville. Dans les années 1950, Bragolin peint une série de portraits d'enfants au visage triste, le regard tourné vers le spectateur, une larme sur la joue. Ces peintures, reproduites en masse dans les décennies suivantes, deviennent très populaires en Europe. On les trouve dans les salons, les couloirs, les chambres, souvent dans les foyers modestes où elles symbolisent l'innocence et la mélancolie. Des millions d'exemplaires sont imprimés, vendus à bas prix dans les supermarchés et les marchés aux puces. Rien de mystérieux à première vue, jusqu'au jour où la presse britannique s'en mêle. Nous sommes en 1985, dans la ville de Rotherham, au nord de l'Angleterre. Un couple, Ron et May Hall, voit sa maison partir en flammes. L'incendie détruit tout, les murs, les meubles, les souvenirs. Mais quand les pompiers fouillent les décombres, ils trouvent quelque chose d'étrange, un tableau, parfaitement intact. C'est le portrait d'un petit garçon en larmes. L'affaire fait la une du tabloïd The Sun sous un titre sensationnel « Blazing Curse of the Crying Boy », la malédiction enflammée du garçon qui pleure. Les pompiers témoignent, ce n'est pas un cas isolé. Ils affirment avoir vu le même tableau dans plusieurs maisons ravagées par le feu, et chaque fois le portrait était resté intact. Un pompier du Yorkshire, Alan Wilkinson, déclare avoir compté plus de 50 cas similaires. Très vite, les médias s'enflamment, sans mauvais jeu de mots. Les habitants paniquent, les gens commencent à croire que le tableau est maudit. Les rumeurs se multiplient, chacune plus sinistre que la précédente. Certains affirment que le garçon du tableau est un orphelin espagnol dont les parents seraient morts dans un incendie. On raconte qu'il portait le malheur avec lui. Partout où il allait, des feux se déclenchaient mystérieusement. Les habitants du village l'auraient maudit et chassé. Bragolin, le peintre, l'aurait recueilli avant de mourir lui-même dans un incendie d'atelier. D'autres versions parlent d'un enfant possédé, d'un démon ou d'une âme vengeresse enfermée dans la toile. Personne ne sait où est la vérité, mais la peur, elle, s'installe. Après la publication de l'article, le journal The Sun reçoit des centaines de lettres et d'appels, des gens terrifiés suppliant le journal de les débarrasser de leurs tableaux. Le tabloïd lance alors une opération inédite « Apportez-nous vos tableaux maudits, nous les détruirons ». Des milliers de Crying Boys sont collectés à travers tout le Royaume-Uni. Et en octobre 1985, The Sun organise une crémation publique. Des piles de tableaux sont jetées dans un grand feu sous le contrôle des pompiers. Mais là encore, des témoins affirment que certaines toiles refusaient de brûler, comme si elles résistaient aux flammes. Des années plus tard, des experts se penchent sur l'affaire. La vérité, comme souvent, est beaucoup plus simple. Les reproductions du Crying Boy étaient imprimées sur du papier ignifugé, recouvert d'un vernis protecteur à base de colle et d'huile. Résultat, le tableau ne prenait pas feu facilement et restait souvent accroché au mur, même quand tout brûlait autour. Quant aux nombreux cas identiques, ils s'expliquent par la popularité du tableau. Il y en avait des milliers dans les foyers britanniques. Statistiquement, il était inévitable qu'on en retrouve certains après un incendie. Mais pour ceux qui ont vu
De leurs yeux, ces portraits sortirent des flammes, la logique ne suffit pas à effacer l'image. 40 ans plus tard, le Crying Boy continue de hanter l'imaginaire collectif. On en trouve encore sur les marchés, dans les greniers, sur eBay, et certaines personnes refusent toujours de les avoir chez elles. Des collectionneurs racontent des pleurs d'enfants entendus la nuit, des cadres qui tombent tout seuls ou des reflets étranges dans le verre. Les sceptiques parlent d'autosuggestion, les autres préfèrent ne pas tenter le diable. Un simple portrait d'enfant, des millions de copies et une légende qui a enflammé tout un pays. Le Crying Boy n'a peut-être jamais provoqué d'incendie, mais il a prouvé une chose, qu'une rumeur peut être plus contagieuse qu'un feu. Alors, si vous en trouvez un dans un vide-grenier, aurez-vous le courage de l'accrocher au mur ? On dit que certains trésors attirent la lumière et d'autres les ténèbres. Des objets d'une beauté si rare qu'il semble impossible à posséder sans en payer le prix. Parmi eux, il en est un dont la légende traverse les siècles, entouré de mystères, de morts et de malheurs. Le diamant Hope, surnommé le diamant du malheur. Notre histoire commence il y a plus de 3 siècles en Inde, dans le temple de la déesse Sita. Une pierre extraordinaire y aurait été sertie dans une statue sacrée. Un diamant bleu profond au reflet surnaturel. Les prêtres le vénéraient comme un œil divin, symbole de pureté et de puissance. Mais un jour, selon la légende, un aventurier français nommé Jean-Baptiste Tavernier le dérobe. Marchand de pierres précieuses, il le taille, le polit et l'emmène en Europe. Ce geste, dit-on, provoque la colère des dieux, car à partir de cet instant, partout où passera le diamant, la malchance et la mort le suivront. Tavernier vend la pierre au roi de France, Louis XIV, vers 1668. Le diamant pèse alors plus de 112 carats et brille d'un bleu fascinant. Le roi le fait retailler et le baptise le bleu de France, le faisant sertir dans un collier royal. Mais la fortune tourne vite, Louis XIV meurt ruiné, haï de son peuple, son arrière-petit-fils Louis XVI et la reine Marie-Antoinette sont guillotinés pendant la Révolution. Le diamant, lui, disparaît pendant le pillage du garde-meuble royal en 1792. Pendant près de 40 ans, plus personne ne le voit. Quant à Tavernier, selon certaines versions, il aurait fini déchiqueté par des loups lors d'un voyage en Russie, une mort digne d'un conte maudit. En 1812, une pierre d'un bleu similaire refait surface à Londres. Plus petite, plus taillée, mais étrangement familière. Les experts d'aujourd'hui pensent qu'il s'agit bien du bleu de France, retaillé pour effacer toute trace de vol. Un banquier anglais, Henry Philip Hope, l'achète. C'est de lui que le diamant tire désormais son nom, le diamant Hope. Mais la malédiction ne disparaît pas. Les descendants de Hope connaissent la ruine, les scandales et les morts prématurées. Son petit-fils meurt sans héritier et la fortune familiale s'effondre. Le diamant passe ensuite entre les mains de nobles européens et de marchands fortunés, et chaque propriétaire semble marqué par la tragédie. Jacques Collet, un prince français qui l'aurait acheté, se suicide peu après. Le sultan Abdulhamid II, dernier empereur ottoman, aurait fait exécuter une de ses concubines après qu'elle ait porté la pierre, avant d'être lui-même détrôné et exilé. Evelyn Walsh Maclean, riche héritière américaine, l'achète au début du XXe siècle. Peu après, son fils meurt écrasé par une voiture, sa fille meurt d'une overdose, et son mari devient fou avant de mourir interné. Et le diamant ? Toujours intact, toujours aussi éclatant. En 1949, après la mort d'Evelyn Maclean, le diamant est racheté par un célèbre bijoutier new-yorkais, Harry Winston. Fasciné par sa beauté, il décide de le prêter à des expositions à travers le monde. Mais, prudent ou superstitieux, Winston finit par en faire don au Smithsonian Museum à Washington, en l'envoyant par la poste dans un simple colis en 1958. Depuis ce jour, le Hope est exposé au musée où il attire des millions de visiteurs chaque année, et la malédiction, semble-t-il, s'est enfin tue. Ou du moins elle dort. La légende du diamant maudit a surtout prospéré grâce aux journaux du XIXe siècle, friands d'histoires exotiques et tragiques. En réalité, beaucoup des prétendues victimes n'avaient aucun lien prouvé avec la pierre, et les malheurs des familles Hope ou Maclean s'expliquent surtout par des dépenses extravagantes et des drames personnels, mais pas par magie. Mais une autre chose est sûre, la beauté du Hope
Sa couleur unique et la succession de destins tragiques qu'on lui attribue ont suffi à en faire l'un des objets les plus fascinants et effrayants de l'histoire. Aujourd'hui encore, certains visiteurs disent ressentir un malaise étrange en s'en approchant. D'autres affirment que le diamant semble changer de teinte selon la lumière, passant du bleu profond au rouge sang. Certains trésors portent le poids de l'histoire, d'autres celui des morts qu'ils ont laissés derrière eux. Le diamant Hope a traversé les siècles, de temples sacrés à des palais royaux, laissant sur son passage une traînée de ruines et de deuil. Aujourd'hui, il repose derrière une vitre blindée, immobile, silencieux, comme un prédateur endormi. Mais si vous le regardez trop longtemps, peut-être que lui aussi vous regarde. Certains objets semblent porter en eux quelque chose d'inexplicable, un poids, une présence, une trace de ceux qui les ont possédés. Des bijoux maudits, des tableaux hantés, des tombeaux qui défient la raison. Mais dans le nord de l'Angleterre, c'est une simple chaise en bois qui serait responsable de dizaines de morts. Voici l'histoire de la chaise de Thomas Busby, plus connue sous le nom de la chaise qui tue. Notre histoire commence à la toute fin du XVIIe siècle dans le village de Sorsk, au nord du Yorkshire. Un homme du nom de Thomas Busby tient une taverne, le Busby Stoop Inn. C'est un buveur invétéré, un homme brutal connu pour ses excès et son tempérament violent. Busby vit avec Elizabeth, la fille d'un certain Daniel Auty, un ancien soldat devenu faussaire, un homme d'un tout autre milieu. Auty méprise Busby, qu'il considère comme un ivrogne sans avenir. Les tensions montent. Un soir, après une énième dispute, Busby tue son beau-père. Les versions divergent. Certains disent qu'il l'a étranglé, d'autres qu'il l'a assommé à mort juste là, près de sa chaise favorite, dans la salle principale de l'auberge. Le corps est découvert, Busby arrêté, jugé et condamné à mort. Mais avant son exécution, il fait une dernière demande, boire une dernière pinte dans sa taverne. Assis dans sa chaise, son verre à la main, Busby aurait regardé les gens autour de lui et déclaré « Que la mort s'abatte sur quiconque osera s'asseoir sur ma chaise ». Peu après, il est conduit à la potence, juste à côté de l'auberge. L'endroit où il a été pendu portera d'ailleurs son nom, le Busby Stoop, la potence de Busby. Personne ne prend la malédiction au sérieux. Pas tout de suite. Les années passent, la chaise reste dans l'auberge considérée comme un simple meuble, mais peu à peu, les habitants remarquent quelque chose d'étrange. Des accidents, des morts soudaines, et un point commun, tous ceux qui s'étaient assis dans la chaise de Busby. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la taverne devient un repère pour les pilotes de la Royal Air Force. Certains, pour se prouver qu'ils n'ont peur de rien, s'assoient dans la chaise avant de partir en mission. Aucun d'eux ne revient. Dans les années 70, un ouvrier en bâtiment y prend place pendant sa pause déjeuner. Quelques heures plus tard, il tombe mortellement d'un toit. Un livreur, un motard, un nettoyeur de cheminée, un maçon. Les témoignages s'enchaînent et tous racontent la même chose. Ils se sont assis dans la chaise de Busby. La légende devient trop forte pour être ignorée. Les habitants refusent de s'en approcher. Certains clients de l'auberge contournent même la table pour éviter de la frôler. En 1978, le propriétaire du pub en a assez. La peur attire les curieux, mais la réputation du lieu devient trop lourde à porter. Il décide alors de donner la chaise au musée de Sorsk à quelques kilomètres de là. Mais il pose une condition. Ne la laissez jamais au sol. Qu'aucun être humain ne puisse s'y asseoir. Depuis ce jour, la chaise de Busby est suspendue au mur du musée à environ 1,50 m du sol, hors d'atteinte. On peut la regarder, la photographier, mais pas s'y asseoir. Et les employés du musée ? Aucun n'a jamais osé la décrocher, même pour la dépoussiérer. Avec le temps, les chercheurs et sceptiques ont tenté de démystifier la légende. D'abord, une découverte surprenante, des analyses du bois, montre que la chaise exposée au musée ne date pas du XVIIe siècle, mais plutôt du XIXe. Autrement dit, ce n'est même pas la vraie chaise de Busby. Et puis il y a les coïncidences. La taverne accueillait beaucoup d'ouvriers, de soldats, de travailleurs routiers. Des gens dont la vie souvent se jouait chaque jour sur un fil. Peut-être qu'avec le temps,
Quelques morts accidentelles ont suffi à créer la légende. Et le reste, c'est la peur, la rumeur, la fascination pour les objets maudits. Pourtant, quelque chose demeure, un malaise, une hésitation. Même aujourd'hui, dans le musée de Sursk, les visiteurs racontent ressentir une étrange sensation en approchant la chaise, un froid soudain, un regard invisible, comme si le siège attendait encore son prochain occupant. 3 siècles après sa mort, Thomas Busby a peut-être obtenu ce qu'il voulait, que personne n'oublie son nom. Alors, superstition, coïncidence ou véritable malédiction? Une chose est certaine, aucun employé du musée n'a jamais osé s'asseoir dessus. Et vous, le feriez-vous? Avant de passer à la dernière malédiction, si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, ça m'aiderait énormément et m'encouragerait à continuer. Certains films ne sont pas seulement effrayants, ils deviennent légendaires pour leurs histoires terrifiantes en coulisses. Dans les années 1980, un film d'horreur a marqué le monde entier, Poltergeist. Mais derrière ces fantômes et ces maisons hantées, une rumeur s'est imposée, celle d'une malédiction frappant les acteurs et ceux qui ont participé au tournage. Voici l'histoire de la malédiction de Poltergeist. Nous sommes en 1982. Poltergeist sort sur les écrans, réalisé par Tobe Hooper et produit par Steven Spielberg. Le film raconte l'histoire d'une famille dont la maison est hantée par des esprits malveillants. Des apparitions effrayantes, des enfants disparus dans un autre monde, et un esprit particulièrement attaché à la jeune Carol Ann, l'enfant du film. Le public est captivé. La critique salue les effets spéciaux révolutionnaires et la tension constante. Mais le succès sera bientôt assombri par des événements tragiques dans la vraie vie. Ce qui alimente la légende de la malédiction, ce sont les décès prématurés et violents de plusieurs acteurs, en particulier des enfants. Heather O'Rourke, qui incarnait Carol Ann, meurt en 1988 à seulement 12 ans d'une septicémie due à une obstruction intestinale mal diagnostiquée. Sa mort soudaine choque le monde entier et marque le point central de la malédiction. Dominique Dunne, l'adolescente jouant Dana dans le premier film, est assassinée par son petit ami peu après la sortie en 1982. Julian Beck, acteur dans Poltergeist 2, meurt d'un cancer en 1985 peu après le tournage. D'autres acteurs et membres de l'équipe rapportent des accidents et des tragédies personnelles, donnant l'impression que le malheur suit le film partout où il passe. Plusieurs facteurs expliquent la naissance de cette légende. Le film met en scène des esprits vengeurs et des enfants disparus, et la réalité semble imiter la fiction. Plusieurs suites du film, Poltergeist 2 en 86 et Poltergeist 3 en 88, sont associées à d'autres décès ou drames sur le plateau. La presse adore relier fiction et tragédie réelle et transforme des accidents isolés en histoires de malédiction nationale. Résultat, un mythe s'installe, durable et terrifiant. Les sceptiques avancent des explications rationnelles, évidemment. Coïncidence statistique, malheureusement, accidents et maladies surviennent parfois dans toutes les productions, même sans malédiction. Effets spéciaux et substances toxiques, certaines techniques des années 80 impliquaient de la fumée, des poudres et des produits chimiques parfois dangereux pour la santé. La médiatisation et la psychose collective. Le public aime lier fiction et réalité, créant des histoires sensationnelles à partir de tragédies réelles. En vérité, aucune preuve scientifique ne démontre que Poltergeist ait été réellement maudit. Mais la légende reste puissante. La malédiction a marqué la culture populaire. Elle a inspiré des documentaires sur les films maudits, des articles sur les tragédies, sur les tournages, des podcasts et des vidéos YouTube comme celle que vous regardez en ce moment. Poltergeist n'est plus seulement un film d'horreur, il est devenu un symbole des limites entre fiction et réalité, où la peur du surnaturel s'entrelace avec le drame humain. Certains films ne sont pas seulement vus, ils sont ressentis et parfois redoutés. Poltergeist nous rappelle que derrière chaque image, chaque scène, la réalité peut parfois être plus terrifiante que la fiction. Alors, si vous regardez ce film tard le soir, faites attention à ce qui pourrait se cacher juste derrière l'écran. Depuis des siècles, les malédictions fascinent autant qu'elles effraient. Des tombeaux des pharaons aux diamants maudits, des tableaux qui pleurent aux objets du quotidien chargés d'ombre,
Ces histoires traversent le temps, comme si chaque génération avait besoin de croire que certaines choses ne devraient pas être touchées. Certains y voient des coïncidences, des enchaînements logiques, ou simplement des légendes exagérées par la peur. Mais d'autres sentent au fond d'eux qu'il existe des forces qu'on ne comprend pas, des énergies qui s'accrochent aux objets, aux lieux, et parfois aux hommes. Ce qui est sûr, c'est que chaque malédiction raconte notre propre rapport à l'inconnu. Elle reflète notre besoin de donner un sens à la mort, à la souffrance, à la fatalité. Et qu'on y croit ou non, ces histoires continuent d'alimenter nos cauchemars. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un objet ancien, une relique, un bijou ou un simple tableau au regard trop insistant, souvenez-vous, certaines histoires ne demandent qu'à être réveillées. Et parfois, c'est déjà trop tard. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!